liberté, pourquoi faire? C'est une question terrible, parce qu'elle oblige à reconnaître que la liberté ne suffit pas. On peut être libre pour créer, libre pour aimer, libre pour résister. Mais on peut aussi être libre pour consommer n'importe quoi, répéter des slogans, vendre son âme à bon prix ou devenir l'esclave volontaire de ses propres pulsions. La liberté n'est pas automatiquement noble. La liberté n'est pas automatiquement noble, la vérité non plus. C'est pour cela que je pose aujourd'hui cette question. La vérité, pourquoi faire? Parce qu'une vérité brandie sans humour, sans doute et sans humanité devient vite invivable. Un homme persuadé de posséder toute la vérité est souvent à 2 réunions près de fonder une secte, un parti politique ou un groupe WhatsApp familial absolument insupportable. Le problème, ce n'est pas la vérité. Le problème, c'est la possession de la vérité. Dès que quelqu'un dit « moi je détiens la vérité », méfiez-vous. La vérité ne se possède pas, elle nous traverse. Elle nous corrige, elle nous gifle parfois. Elle nous agrandit si on ne la transforme pas en médaille. Celui qui cherche vraiment la vérité devrait devenir plus humble, pas plus gonflé. S'il devient gonflé, ce n'est pas la vérité qu'il a trouvée, c'est son ego avec un mégaphone ou un micro. Maintenant, parlons du langage. Parce que la vérité, pour circuler, a besoin de mots. Et les mots sont magnifiques. Mais les mots sont aussi des armes de précision. Un mot peut ouvrir une conscience. Un mot peut sauver une relation. Un mot peut aussi enfermer quelqu'un dans une étiquette pendant 20 ans. Dans l'Antiquité, les sophistes enseignaient l'art de parler, de convaincre, de séduire un auditoire. Aujourd'hui, les sophistes n'ont pas disparu. Ils ont juste changé de veste. Ils travaillent dans la communication, dans la publicité, dans certains médias, dans certains cabinets politiques, dans les slogans, dans les éléments de langage, dans les réunions où l'on dit optimisation quand on veut dire suppression. Ce serait trop grossier. Il prend 30% de vrai, il ajoute 40% d'émotion, il glisse 20% d'intérêt caché. Il emballe tout ça dans une belle image, puis il appelle ça informé. Et comme il reste un peu de vrai dans le paquet, chacun croit avoir reçu le réel en personne, et le public avale. Parce que la part vraie sert d'appât. C'est comme un hameçon. Le poisson ne mord pas le métal, il mord le verre. La manipulation moderne ne consiste pas seulement à dire faux. Elle consiste à organiser le décor mental dans lequel votre pensée va circuler. On ne vous met pas forcément une laisse. On construit une pente. Puis on vous dit « Vous voyez bien, vous êtes libre. » Vous descendez tout seul. Oui, comme une bille est libre de descendre une pente. Voilà pourquoi chercher la vérité demande une hygiène de l'attention. On parle beaucoup d'hygiène alimentaire, d'hygiène corporelle, d'hygiène de vie, très bien. Mais l'hygiène mentale, qui nettoie son esprit? On se méfie parfois de ce qu'on mange. On évite les additifs. On veut du local, du bio, du naturel. Et mentalement, on avale des colères industrielles, des peurs prémâchées, des indignations sous plastique, des opinions en promotion. Une peur achetée, une haine offerte. Et après, on s'étonne d'être épuisé. Mais notre esprit est devenu une déchetterie connectée, avec notification. Cacher la vérité, ce n'est donc pas croire tout, mais ce n'est pas non plus ne rien croire. Les deux sont des paresses. Celui qui croit tout est naïf. Celui qui ne croit rien se croit parfois profond, alors qu'il est simplement devenu sec. La vraie recherche est plus exigeante. Elle demande de distinguer le fait, l'interprétation, l'émotion, l'intérêt et l'action. Exemple simple. Fait, il pleut. Interprétation, le ciel est contre moi. Émotion, encore une journée foutue. Intérêt, quelqu'un me vend un parapluie révolutionnaire. Manipulation, s'il pleut, c'est à cause de vos ennemis. Et si possible, rejoignez notre mouvement avant dimanche minuit. Quand tout se mélange, le plus fort n'est pas celui qui dit vrai, c'est celui qui crie le mieux.
Et une société où celui qui crie le mieux gagne est déjà une société malade. Bertolt Brecht disait avec une ironie terrible, puisque le peuple vote contre le gouvernement, il faut dissoudre le peuple. Cette phrase est féroce, parce qu'elle révèle une tentation permanente du pouvoir. Quand le réel ne correspond pas au programme, on ne change pas toujours le programme. On essaie parfois de changer le réel. Quand les gens pensent mal, on les rééduque. Quand les faits dérangent, on change les mots. Quand les mots dérangent, on change les définitions. Quand les définitions dérangent, on interdit le débat. Et à la fin, on appelle cela apaisement. Mais soyons honnêtes, le pouvoir n'est pas le seul à faire ça. Nous aussi, à notre petite échelle, dans nos familles, dans nos couples, dans nos amitiés, dans nos engagements, dans nos récits personnels. Nous aussi, quand le réel nous contredit, nous préférons parfois modifier le récit plutôt que modifier notre comportement. On dit « je n'ai pas menti, j'ai simplifié »,« je ne fuis pas, je prends de la distance »,« je ne suis pas de mauvaise foi, je nuance »,« je ne suis pas jaloux, je suis lucide »,« je ne suis pas lâche, je suis stratégique ». Nous sommes tous parfois des ministres de notre propre propagande intérieure. Et c'est là que le sujet devient intéressant, parce qu'il est facile de dénoncer les mensonges du monde. C'est même assez confortable. On se sent intelligent, on se sent éveillé, on se sent on se sent du bon côté de l'histoire. Mais la question la plus dure, ce n'est pas qui me ment, la question la plus dure, c'est où est-ce que je me mens encore ? La vérité commence rarement par un grand discours public. Elle commence souvent dans une petite pièce fermée en nous. Une pièce où l'on a rangé ce qu'on ne veut pas voir. Une peur, une lâcheté, une dépendance, une contradiction, une jalousie, une compromission, une fatigue, une honte. Et un jour, si l'on veut vraiment être libre, il faut ouvrir cette pièce. Pas pour se condamner, pas pour arrêter d'être gouverné, parce que l'on refuse de regarder. Voilà pourquoi la parole est si importante. La Bible dit « au commencement était le Verbe ». C'est nommer. Et nommer, c'est déjà créer un rapport au réel. Le bouddhisme parle de pensée juste, parole juste, action juste. Mais le bon sens populaire dit la même chose plus brutalement. Arrête de parler, regarde ce que tu fais. Parce qu'au fond, le comportement finit toujours par trahir la vérité d'un être. On peut mentir avec des mots, on peut mentir avec une posture, on peut mentir avec des grands principes, on peut même mentir avec un très beau PowerPoint. Mais sur la durée, le comportement parle. Ce que nous faisons répète ce que nous croyons vraiment, pas ce que nous prétendons croire, ce que nous croyons vraiment. Et là arrive la grande question moderne. Oui, bon, d'accord, mais c'est quoi la solution ? Ah, la solution immédiate, la solution propre, la solution qui ne demande pas trop d'efforts, la solution livrée avec notice, garantie 2 ans et possibilité de paiement en 3 fois. On vit dans une époque qui veut des solutions sans diagnostic. C'est pratique. C'est comme demander une ordonnance en refusant qu'on prenne la température. Mais nommer correctement le problème, c'est déjà commencer à sortir du brouillard. On ne soigne pas une maladie qu'on refuse de diagnostiquer. Pardon. On ne sauve pas une société en repeignant On ne sauve pas une société en repeignant la façade pendant que les fondations s'effondrent. Le constat n'est pas du pessimisme. Le constat est le premier acte du courage. Peut-être que notre époque ne manque pas d'abord de solutions.
elle manque de constats honnêtes. Parce que beaucoup de solutions deviennent impossibles quand le diagnostic est interdit. Si vous dites « la maison brûle », on vous répond « votre formulation est anxiogène ». Si vous dites « je vois de la fumée », on vous répond « attention, ne stigmatisons pas la fumée ». Si vous dites « il y a des flammes », on vous explique qu'il faut respecter la diversité des perceptions thermiques. Et pendant ce temps-là, la cuisine disparaît. C'est cela, l'inversion généralisée. Le réel devient offensant. La lucidité devient agressive. Et le mensonge, lorsqu'il est formulé gentiment, devient presque une vertu. Mais un mensonge bienveillant reste un mensonge, même avec une jolie police d'écriture. Alors, à quoi sert la vérité? Elle ne sert pas à mépriser. Elle ne sert pas à devenir cet être pénible qui réveille les moutons entre le fromage et le dessert. Vous voyez très bien la scène. Quelqu'un demande simplement « Tu reprends un peu de gratin ». Et 3 minutes plus tard, on est sur l'effondrement de l'Occident, les banques centrales, l'Atlantide, les vaccins, les compteurs Linky, les Templiers et les énergies libres. Le problème n'est pas de voir les choses. Le problème, c'est de ne plus savoir parler aux vivants. Une vérité sans humanité devient une tour froide. Une vérité sans humour devient sectaire. Une vérité sans action devient décoration. Une vérité sans courage devient bavardage. Et une vérité sans amour finit souvent par ressembler à une vengeance. Pour moi, la vérité devrait servir à 4 choses. D'abord, s'orienter. Dans un monde saturé de bruit, la vérité est une boussole. Ensuite, se désenvoûter, parce que nous vivons entourés de récits. Des récits politiques, des récits économiques, des récits familiaux, des récits médiatiques, des récits personnels. Certains nous aident à vivre, d'autres nous tiennent en laisse. Et là, Quand je vois plus clairement, je peux moins facilement faire semblant et enfin redevenir libre. Pas libre comme consommateur qui choisit entre 40 yaourts, libre comme être humain capable de dire « je vois, je comprends et maintenant j'agis ». Mais agir ne veut pas toujours dire monter sur une barricade. Parfois, agir commence par une phrase qu'on arrête de répéter, par une rumeur qu'on ne transmet pas, par une preuve qu'on demande, par un silence qu'on refuse, par une excuse qu'on présente, par un mensonge confortable qu'on ne nourrit plus, par cette simple phrase « je ne sais pas ». Je ne sais pas est une phrase magique. Dans une époque où tout le monde donne son avis sur tout, dire « je ne sais pas » est presque un acte aristocratique. C'est le début de l'intelligence, et parfois c'est le début de la paix. Je vais maintenant vous poser 3 questions, pas pour que vous répondiez tout de suite, juste pour qu'elles fassent leur travail. Je vais vous poser 2 questions. Quelle vérité personnelle avez-vous repoussée trop longtemps? Quelle vérité collective refusons-nous encore de regarder? La 3e est effacée, désolé, j'ai eu un problème avec l'imprimante. Est-ce à ce qu'il parle fort? Est-ce à ce qu'il gagne tous les débats? Est-ce à ce qu'il accumule des preuves? Est-ce à ce qu'il méprise ceux qui ne voient pas encore? Ou est-ce à sa capacité de changer lorsque le réel lui résiste? Pour moi, quelqu'un qui aime vraiment la vérité n'est pas quelqu'un qui ne se trompe jamais. C'est quelqu'un qui revient au réel, qui revient aux faits, qui revient à l'humilité, qui revient à l'action juste. Cette causerie aurait pu s'appeler aussi « Le sport, pourquoi faire ?» Parce qu'autour de nous, beaucoup de gens cherchent l'intensité dans le ski, l'escalade, le parapente, le trail, le base jump. On saute d'une falaise pour se sentir vivant.
Puis le lundi matin, on retourne dans une réunion où personne ne dit la vérité pendant 2 heures. C'est peut-être ça le sport, le vrai sport extrême. Rester lucide dans une réunion où tout le monde sait que le projet est absurde, mais où chacun dit « très intéressant, à creuser ». Plus sérieusement, pourquoi cherche-t-on autant l'intensité? Peut-être parce que la vie ordinaire a été vidée d'une partie de sa vérité. On nous propose du confort, mais pas toujours du sens, de la sécurité, mais pas toujours de la liberté, de l'information, mais pas toujours de la sagesse, de la connexion, mais pas toujours de la présence. On dit souvent que la première victime d'une guerre, c'est la vérité. Oui, mais la première victime d'une société malade, c'est aussi la vérité. On commence par tordre les mots, puis on tord les faits, puis on tord les consciences. Et à la fin, on appelle sécurité ce qui ressemble à une cage. On appelle progrès ce qui détruit le vivant. On appelle réalisme ce qui n'est parfois que de la résignation bien habillée. Alors, la vérité, pourquoi faire? Pas pour avoir raison. Avoir raison, c'est petit. La vérité sert à se redresser, à remettre de l'ordre dans sa pensée, à nettoyer sa parole, à rendre ses actes plus justes, à redevenir capable de voir sans fuir, à redevenir capable de parler sans manipuler, à redevenir capable d'agir sans se raconter d'histoire. La vérité ne sert pas seulement à comprendre le monde, elle sert à ne pas se laisser fabriquer par lui. Elle sert à rester humain dans un décor qui voudrait parfois faire de nous des consommateurs inquiets, des électeurs dociles, des spectateurs fatigués, des consciences administrées. Et si une révolution doit commencer quelque part, peut-être qu'elle commence ici, dans la phrase qu'on n'ose plus dire, dans le mensonge qu'on arrête de nourrir, dans le réel qu'on accepte enfin de regarder. Non pas pour désespérer, mais pour redevenir vivant. Bravo. Merci.